Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to this midday bilingual newscast over 4U television with me, Jix Nabise, and of course with you, Gala Ebokea. Bon après-midi, Mix Djamissé. Bon après-midi à vous également, mesdames et messieurs. L'affaire des soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 au Mali ne cesse de susciter de nouveaux rebondissements après les discours contradictoires entre ceux des Nations Unies et ceux justement de la Côte d'Ivoire. Le Mali vient une fois de plus de faire valoir sa souveraineté, ceci via la suspension des rotations militaires de la MINUSMA. C'est avec Nguéné dans ce reportage. La décision est à effet immédiat. Toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, sont suspendues. Un nouveau rebondissement dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. La décision des autorités maliennes est donc compréhensible au regard du flou qui a entouré l'arrivée de ces mercenaires qui ont usurpé le statut de militaires se faisant passer pour des éléments nationaux de soutien déployés par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Un flou entretenu par la version des Nations Unies qui, dans un premier temps, a confirmé leur statut de militaire avant un rétropédalage digne d'un film hollywoodien. Des versions contradictoires auxquelles la Côte d'Ivoire s'y est également prêtée avant de faire machine arrière, même si la partie malienne promet de travailler de manière diligente en vue de réunir les conditions propices à la levée de cette mesure suspensive. Il n'en demeure pas moins que par cet acte, le gouvernement de transition fait preuve d'une démonstration de force digne de l'expression d'une souveraineté nationale désormais inviolable. Rappelons que la MINUSMA compte environ 15 000 militaires et policiers au Mali, fournis par une cinquantaine de pays contributeurs issus du monde entier. Mali, Côte d'Ivoire, à qui profite la confrontation? Le bras de fer entre les deux pays depuis le 10 juillet donne à réfléchir sur les véritables enjeux de ce qui s'apparente à un flot diplomatique. Qui pourrait bien se réjouir de cet incident qui ternit justement l'image de l'unité africaine? C'est avec Fundedi dans cet élément. La tension qui a pignon sur rue entre les deux nations sœurs du continent africain, qui sont le Mali et la Côte d'Ivoire, interpelle plus d'un analyste politique, notamment sur les véritables instigateurs de ce flou diplomatique aux tendances déstabilisatrices. Sinon, comment comprendre que deux pays bourrés d'intellectuels, tant sur le plan géopolitique que sécuritaire, parviennent à se brouiller de la sorte? Et pourtant, cet incident aurait pu se gérer plus simplement, plus diplomatiquement, parce que finalement, cela ressemble à quelques erreurs administratives qui ont coûté cette montée de tension. Il aurait donc été intéressant de laisser la justice qualifier l'acte, parce que, dans le contexte actuel, s'il s'avérait que la justice trouve que des éléments ne sont pas suffisants pour qualifier ce délit de la sorte sur la même ligne que l'homme politique, que ferait la justice dans ce cas? Réponse: certainement dans la suite des événements qui ne sont pas prêts de s'arrêter avec le bal des communiqués entre les deux pays. Une situation qui, sans aucun doute, fait la réjouissance de certains acteurs tapis dans l'ombre qui se sont fixés comme objectif majeur de voir l'Afrique déchiqueter et voir partir en fumée tous les efforts effectués jusqu'ici par des dignes fils et filles du continent pour une unité et un grand pas vers la libération de l'impérialisme. La sous-région ouest-africaine, qui avait pratiquement repris le goût des relations interpays à la suite de la levée des sanctions de la CEDEAO sur le Mali, risque de se retrouver à nouveau dans un climat délétère au profit des ennemis d'antan, lesquels font croire que la transition malienne en veut encore aux autorités ivoiriennes, parce que pour elles, la Côte d'Ivoire a été en tête, en première ligne, dans le durcissement de la position de la CEDEAO. Les mêmes détracteurs véhiculent des messages selon lesquels le Mali a trouvé une occasion de montrer son mécontentement et de pouvoir bonder les muscles en quelque sorte. Une propagande digne d'une déstabilisation en gestation.
14 juillet en Côte d'Ivoire, au moment où la France a célébré sa fête nationale. Cette date a aussi marqué le retour sur la table des discussions des principaux leaders de la politique ivoirienne, à savoir Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Coïncidence ou simple hasard de calendrier? Suivons plutôt l'analyse de Bachir Ladon. C'est un secret de polichinelle que de dire que Paris est en perte de vitesse sur le continent africain. Les cas maliens et centrafricains illustrent parfaitement cette hégémonie en souffrance de l'ancien colonisateur dans ce qui était pourtant considéré comme sa chasse gardée. La célébration de la fête nationale française ce 14 juillet coïncide curieusement avec un autre événement majeur sur le continent africain. La rencontre tripartite entre le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Simple hasard de calendrier, pourrait-on dire. Mais cette bien curieuse coïncidence suscite un approfondissement de la réflexion sur le redéploiement des cartes envisagées par Emmanuel Macron afin de reprendre du poil de la bête. Tous les signaux semblent indiquer qu'Alassane Dramane Ouattara est sur la sellette dans les milieux france-africains. Jusqu'ici, sa volonté d'aider la France à reprendre le contrôle du Mali et partant du Sahel a échoué. Les différents rebondissements dans l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali semblent indiquer une désolidarisation des commanditaires vis-à-vis de l'exécutant. Sous le prétexte d'une rencontre au nom de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, Ado prépare tout simplement sa sortie, en essayant de se rassurer que ni Gbagbo ni Bédié ne seront aux commandes conformément à la vision des maîtres. Par ailleurs, dans son intervention destinée aux armées depuis le siège du ministère de la Défense mercredi à la veille de la célébration du 14 juillet, Emmanuel Macron a longuement évoqué le futur de l'opération Barkhane qui vit en ce moment même un défi logistique afin de se retirer du Mali en 6 mois. Ce départ, après 8 ans de présence, était une évidence. Mais où vont-ils déposer leurs valises? C'est là la grande question. Le locataire de l'Élysée entend d'ailleurs séjourner dans quelques jours au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et au Cameroun en ce qui concerne l'Afrique centrale. En attendant d'y voir plus clair, souhaitons bonne fête nationale à tous les Gaulois. Et c'était un pilote. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, parlons à présent de démocratie au Gabon. Le pays de l'homme fort Ali Bongo Ondimba lance un projet dénommé Appui à la transparence électorale et à la démocratie. Ce dernier vise à déployer dans le pays et même au-delà de ses frontières diverses sensibilisations dont le but serait de réaliser des interventions stratégiques destinées à crédibiliser le processus électoral. C'est avec Mbala pour les précisions. À quelques pas des élections présidentielles 2023 au Gabon, le gouvernement du président Ali Bongo envisage bien de jouer sa participation pour le suivi des élections dans le pays. Communiqué le 13 juillet 2022, la société civile lance son projet visant à déployer au Gabon et même à l'international une grande campagne de mobilisation, de sensibilisation et de plaidoyer dont les principales articulations permettront de réaliser des interventions stratégiques destinées à crédibiliser le processus électoral, à obtenir l'inclusion de la société civile et contribuer à la construction et à la consolidation de la démocratie au Congo. À cet effet, justement, en date du 8 août 2022, la ville de Libreville abritera un congrès constitutif consortium de la société civile sur la transparence électorale et la démocratie au Gabon, lequel programme devrait d'ailleurs regrouper toutes les composantes de la société civile engagée dans le suivi des élections au Gabon, notamment ceux de la présidentielle 2023. Rappelons qu'au terme du congrès, les participants devraient adopter la feuille de route de la société civile pour la transparence et la crédibilisation de l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. L'organigramme du consortium ainsi que l'ensemble des outils de gouvernance du dit consortium. Durant les assises, un dialogue ouvert et direct avec les forces politiques débouchera sur la signature d'un mémorandum d'attente entre ces derniers et les organisations de la société civile, précise le communiqué.
Au Cameroun, les catastrophes naturelles, l'insécurité et l'affrontement intercommunautaire sont là quelques causes de la crise alimentaire selon le ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé, lors d'une réunion de crise tenue le 11 juillet 2022 à Yaoundé. Une aide alimentaire d'urgence est donc sollicitée par les autorités camerounaises. Tiama pour les précisions. 6 millions est le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire au Cameroun, selon la communication du ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé. Un nombre qui pourrait s'alourdir suite à la crise ukrainienne qui a eu pour cause immédiate l'augmentation de 15 à 30% du prix des denrées alimentaires, notamment le blé, le riz, le sorgho et le maïs, produits largement consommés dans les régions situées le long de la frontière nord avec le Nigeria et le Tchad. Ajoutez à cela la forte pluviométrie, la sécheresse, l'infertilité des sols et même l'insécurité transfrontalière sont des facteurs qui favorisent cette situation d'insécurité alimentaire. Ce qui pousse le gouvernement à solliciter une aide des organismes internationaux et les réponses de certains sont déjà visibles, notamment le Japon qui a offert 750 millions de francs CFA au programme alimentaire mondial pour aider les personnes vulnérables menacées par la faim au Cameroun. Une nouvelle aide alimentaire salutaire dans la mesure où elle constitue une bouffée d'oxygène pour les populations défavorisées et les déplacés internes dans ce contexte de crise russo-ukrainienne. Le Bitcoin a désormais cours légal en République centrafricaine. Souvenez-vous, le 3 juillet dernier, le président Faustin-Archange Touadéra avait procédé en son lancement officiel, défiant ainsi les tentatives et dissuasions de la BEAC et de la COBAC. On s'interroge néanmoins si le Sangocoin n'aura-t-il pas de répercussions dans les autres pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Comme habité pour les détails. Les mesures dissuasives de la Commission bancaire d'Afrique centrale n'ont pas suffi à freiner la République centrafricaine dans son projet de migrer vers une économie basée sur la crypto-monnaie. 2 mois seulement après l'adoption de la loi légalisant l'usage des crypto-monnaies dans le pays, le président Faustin-Archange Touadéra a procédé le 3 juillet 2022 au lancement du Sango, devenu la 2e monnaie légale après le franc CFA. Dans sa plaidoirie, le président s'est voulu optimiste, marquant clairement la rupture avec l'économie formelle qui n'est plus une option. Nous avons pris notre destin en main, avait-il affirmé avec fermeté. L'émergence de ces nouveaux moyens de paiement difficilement contrôlables reste un caillou dans la chaussure de la CEMAC et de l'Union monétaire de l'Afrique centrale en particulier. Pourrait-on voir en cela un risque de dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC? La question se pose avec acuité lorsqu'on sait que le privilège exclusif de l'émission monétaire sur le territoire de chaque État membre revient à la Banque des États de l'Afrique centrale. De ce fait, l'adoption de la crypto-monnaie comme moyen de paiement viendra ainsi changer les habitudes monétaires, ce qui mettrait en péril la mise en œuvre par la BEAC de sa politique de stabilisation des prix. Dans une récente étude, le ministre des Finances camerounais analysant l'impact de cette révolution avait expliqué qu'il y aurait en effet peu de chances que les entreprises et l'État centrafricain rapatrient leurs gains sur le Bitcoin et les recettes d'exportation effectuées à l'aide de cryptoactifs. Toujours selon le ministre des Finances camerounais Lupaul Motazi, la loi crypto en RCA devrait entraîner une baisse des recettes fiscales au Cameroun. Fort de ces échanges commerciaux entre les 2 pays, la politique budgétaire pourrait par exemple mettre en mal la modification de la loi fiscale visant à imposer les transferts d'argent. Du fait de leur nature, le Bitcoin offre aux agents économiques la possibilité de contourner le système fiscal et l'ampleur de son utilisation remettrait en cause l'implémentation de la politique budgétaire. C'est sur ce reportage de Koumabité sur la crypto-monnaie, mesdames et messieurs, que nous clôturons cette partie en langue française. La suite, c'est avec Jix Nabissé pour la version anglaise.
Good day once more, Mbale Ebokeya. Ladies and gentlemen, you're welcome to the second part of the midday bilingual newscast over For You Television. Of course, we kick off today with Sri Lanka, where members of parliament in the Asian country are expected to present a president-elect after President Gotabaya Rajapaksa tabled his resignation on Thursday night. Details in the following report. Members of parliament in Sri Lanka are expected to elect a new president as President Gotabaya Rajapaksa has officially resigned. The parliamentary speaker Mahinda Yapa Abewadena confirmed via a televised address on Friday morning. This comes after a dramatic week which saw the besieged leader flee the country after his presidential palace and offices were stormed by protesters. Reports say Rajapaksa is currently in Singapore, where he fled on Wednesday with his wife through the Maldives. His resignation letter was sent on Thursday night, first via email and then originally dispatched on a diplomatic flight, but the official announcement was delayed until Friday while the Speaker's office verified the letter. Protesters, angered with the unprecedented economic crisis, had marched on the streets across Lieutenant Colonel Gotabaya's residence to demand he steps down due to his government's mismanagement of the country's current downturn. Nonetheless, the Asian country can only hope for things to quickly stabilize. Ladies and gentlemen, we leave Sri Lanka to now talk Cameroon, where a French President Emmanuel Macron is expected in the country in the days ahead to beef up cooperations between Yaoundé and Paris. Fotso with the remainder of that story. President Emmanuel Macron is announced in Cameroon for a very diplomatic visit in the days ahead. It is no longer a secret that France is gradually losing grip of the African continent, and thus the Macron government is battling to save itself. Taking into account the visit of the Minister of Foreign Affairs, Le Drian, France accompanied Cameroon in the process of the major dialogue and participated in the realization of some structuring projects such as the Nachtigal Dam and many others. Recently, relations between Paris and Yaoundé have deteriorated, and according to the tenant of the Élysée Palace, which borders on contain for the sovereignty of Cameroon. In addition, President Paul Biya's clear desire to diversify partnerships, in particular the Caribbean Mining Convention and trade with China, the military convention with Russia, have contributed to further blacken the atmosphere with the former colony. A situation that has drastically reduced these market shares by 30% in 30 years. This is noticeable with regard to foreign direct investment from 2000 to 2014, where out of nearly 2,750 billion China alone hold 1,850 billion, that is 67%, the rest held by France, the USA, and Nigeria. In addition, according to the National Institute of Statistics, in 2018, Cameroon's main supplier is China with 18.5% of deliveries and 23.8% of purchase. In view of the various prowess of China on the front of France, it is therefore more than urgent for Emmanuel Macron, just like François Hollande at the time, to rally Yaoundé to serve the interests of his country in the African continent. Away from Central Africa, we now talk Morocco, where a Moroccan fact-finding mission has concluded that the Africans that died at the stampedes during the attempt to enter the Spanish conclave of Melilla, northern Morocco, died of suffocation. Details in the following report. A Moroccan fact-finding mission has concluded that the African migrants who died in stampedes during an attempt to enter the Spanish conflict of Melilla, northern Morocco, died of asphyxiation in medical condition. Asphyxia happens when the body does not get enough oxygen to keep it from passing out, and in most cases it can be a life-threatening situation. According to Aminia Bouzache,
president of the National Council for Human Rights, 23 migrants died as a result of the attempt to cross into Melilla. The council is an official body charged with investigating the scene after the tragedy. Spanish non-governmental organizations reported that a total of 217 people were injured and 77 migrants, with 140 police. The head of the council added that no bodies have yet been buried and it has been decided to carry out autopsies to determine the circumstances of the deaths. After examining the bodies, Dr. Adil El Sehimi, who took part in the council's fact-finding mission, said he favored mechanical asphyxiation as the cause of the death, while advocating waiting for the results of the autopsies, which are still in progress. In its preliminary conclusions, the council described the modus operandi of this unprecedented assault when about 2,000 irregular migrants tried to force their way through the border with the Spanish conclave of Melilla from the Moroccan city of Nado on June 24. The June 24 tragedy was preceded by a series of violent clashes the previous week during sweeps by security forces targeting makeshift settlements near Nado. Though the massacre was highly condemned by many governments and international institutions, this migration drama is the deadliest ever in the numerous attempts by sub-Saharan migrants to enter Melilla and neighboring Spanish conclave of Ceuta, the EU's only land borders with the African continent. The Togolese army has admitted to killing 7 children in the north of the country by mistake on July 9, 2022. Photo takes us back to the Saddledale. In a press release made public on Thursday, July 14, 2022, following an investigation, the Chief of Staff of the Togolese Armed Forces said that the children were killed by a Togolese army itself on an error of assessment. A Togolese army aircraft on night patrol accidentally targeted a group of people whom it mistook for a column of jihadists on the move, indicated General Maganawe Daja. He argues that this tragedy occurred against a background of corroborating information reporting threats of infiltration by serious armed gangs, whose objective is to carry out terrorist attacks against localities in the area north of the town of Dapauni. It is therefore in the face of this imminent danger and determined to ward off any hostile action that could endanger the populations, continued General Maganawe, that the Command of Operation Konjaore has reinforced land and air surveillance and control of the indicated area, in particular by deploying this aircraft. As a reminder, most of the local media have so far maintained that these children were killed by a terrorist attack following the explosion of an artisanal mine. And ladies and gentlemen, that report on Togo puts a stop to these bilingual newscasts, of course, in the English language with Minjix Nabise. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à For You Télévision. C'est la fin de ce journal. Restez scotchés sur nos antennes.